Massa ul Khair, bonsoir à vous tous. On revient encore une fois à cette série de leçons. Aujourd'hui, on est le numéro 119, je crois. Et ça Il sera une faut que tu session. m'autorises à enregistrer parce que tu es l'animateur. Je vous ai donné là. Ben écoute, non. Alors maintenant, Euh, refait. Oui, voilà, je te l'ai donné. c'est bon, d'accord, oui. إذن مساء الخير لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف سلسلة دروسنا في اليوغا والتأمل، وهذا الدرس أظن 118 أو 119 سنخصصه للاسترخاء، موضوع مهم جدا وقليل منا كما سنرى يعرف كيف يسترخي. Avant de commencer, donc, rappel, on aura deux sessions avec Dr. Jacques Vigne le mois prochain, mercredi 14 juin, donc c'est pas ce mercredi, dans 15 jours, et le mercredi 28 juin. On vous rappellera, si vous voulez, ces dates, mais donc notre prochain rendez-vous, ça sera le mercredi 14 juin, comme d'habitude, à la même heure. إذن قبل أن نبدأ ستكون لنا في شهر حزيران وهو شهر الصيف، بداية الصيف، جلستين محاضرتين ودرسين مع الدكتور جاك فين. الأربعاء 14 حزيران وأربعاء آخر 28 حزيران. Donc, cette leçon sur la relaxation, on va d'abord expliquer en arabe et ensuite on fera la présentation entière en français. سنبدأ تلبية لطلب العديدين بالعربية، ثم ننتقل بعدها كاملة بعد أن ننهي العرض باللغة العربية ننتقل إلى اللغة الفرنسية. L'art de se relaxer et la pratique de la relaxation. إذن فن الاسترخاء وممارسة الاسترخاء. مرارا كرر الدكتور جاك فيني في هذه مجموعة هذه الدروس أن شجرة، je vais citer en français ce que disait et répétait Dr. Jacques Vigne, l'arbre de la méditation a ses racines dans la relaxation, son tronc dans la stabilité et ses feuilles dans la vitalité de l'esprit. Oui, ce sont les Tibétains qui disent ça, c'est une belle Ouais. comparaison. إذن هو مثل تيبتي يقول شجرة التأمل جذورها في الاسترخاء، جذعها في الثبات، وأوراقها في حيوية الفكر. Donc, les racines sont dans la relaxation. الاسترخاء هو إذن الجذر. ولكن هل نعرف أن نسترخي؟ رغم بساطة الاسترخاء نجد أن معظم الناس يعجزون عن ممارسة الاسترخاء. لماذا؟ Donc, est-ce qu'on sait comment se relaxer? La plupart des fois et la majorité des personnes, on sent qu'ils ne savent même pas se relaxer. Pour quelle raison? الجهاز العصبي كما شرحنا مرارا هو من جهازين، الجهاز السمبتاوي وهو المسؤول عن الحركة، مسؤول عن النشاط، هو الذي يزيد من ضربات القلب، هو الذي أيضا يفرز الأدرينالين، والجهاز ما بعد السمبتاوي وهو المسؤول عن الراحة والاسترخاء. ولكن وللأسف وهذه هي المفارقة الكبرى، معظم الناس يشغلون الجهاز السمبتاوي
ولا يشغلون الجهاز ما بعد السمتاوي. وهذا الجهاز مثل العضلة وكأي عضلة، أنت تشغل العضلة، بمجرد أن شغلتها فهي تنمو وتكبر، وإذا لم تشغلها فهي تضمر وتضعف. وهذا ما يحصل مع الجهاز ما بعد السمتاوي، لأننا لا نشغله يضمر، وبالتالي نعجز أكثر فأكثر ويصعب علينا أن نسترخي، لأن الجهاز ببساطة المسؤول عن الاسترخاء غير شغال، غير ناشط في الجسم. Donc, en un mot, je vais expliquer davantage. Euh, euh, la plupart des gens ont l'habitude de faire travailler le système sympathique alors que le parasympathique, il reste la plupart des fois son travail. Et c'est pour ça, c'est exactement comme un muscle. Si tu fais travailler ce muscle, il se développe. Si tu ne fais pas le travailler, ben, il va de plus en plus régresser et finalement être inapte à travailler. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Je termine cette déjà une petite introduction et par ce que disaient beaucoup de maîtres en Inde et me répétaient, ils disaient que la relaxation évacue l'anxiété comme la bonde évacue l'eau d'une baignoire. C'est très simple. Donc, pour évacuer l'anxiété, la tension, il suffit de se relaxer, ce que déjà on a dit plusieurs fois et ce que Dr. Jacqueline a plusieurs fois répété dans ses leçons. إذن أنهي هذه المقدمة من الدرس بقول لحكماء الهند سمعته مرارا يقولون: يزيل الاسترخاء القلق والتوتر كما تزيل البالوعة الماء من مغطس الحمام. إذن عملية جد طبيعية وعادية، بمجرد أن تفتح البالوعة ستذهب، ستشفط المياه المغطس، وكذلك بمجرد أن تسترخي ستزول التوترات ويزول أيضا القلق. ولكن يبقى الأساس أن نعرف كيف نسترخي. كيف جمعت بعض النصائح والتعاليم في الاسترخاء كي نمارس أو نعاود ممارسة الاسترخاء. أولاً، من المفيد أن تراقب نفسك بين الحين والآخر لتلاحظ كيفية تصريفك لطاقاتك. إذن النصيحة الأولى: نحن نصرف الكثير من الطاقات دون علم واضح بذلك، نهدر طاقتنا. مثلا عندما نتحدث يمكن أن نتحدث بحماس كبير أو بغضب، هذا كله يصرف الكثير من الطاقات. Donc, le premier conseil, ce qui est important, c'est de s'observer de temps à autre ou même continuellement. On dissipe, on perd beaucoup d'énergie dans notre activité quotidienne, comme par exemple en parlant, on ne se rend pas compte, on croit que le bavardage ce n'est rien, alors qu'il peut être vraiment une éponge qui nous prend et qui aspire toute notre énergie. Et c'est comme ça qu'on dissipe notre énergie sans se rendre compte. C'est l'une des causes. Et je vois là, j'ai lu dans les conseils, dans plusieurs livres, 2 conseils de comment se relaxer. Un, il dit ralentissez. Donc,
ce qu'on a plusieurs fois répété avec l'enseignement de Thich Nhat Hanh, clinique du ralentissement. Clinique, et donc, faites tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes en train de faire, mais plus lentement. C'est la clinique de la lenteur. Et malheureusement, nous, dans notre civilisation, on est toujours en train de courir. Il s'agit de manger plus lentement, de parler plus lentement, être en quelque sorte un patient dans cette clinique de la lenteur qu'on a complètement oublié. Donc, conseil 1, la lenteur. Conseil 2, il dit parlez moins. C'est très simple. Observez-vous durant la journée, essayez de dissiper moins d'énergie en parlant moins que vous le faites normalement. Et vous allez voir que dans ce cas, vous êtes en train d'emmagasiner, de stocker un peu plus d'énergie au lieu de la dissiper. إذن النصيحة الأساسية هي كما كنت أكرر والآن نقلا عن عدد من الحكماء. الأولى رالونتيسي أي أبطئوا، بمعنى أن كل ما تفعلوه، وهذا ما رأيناه مرارا وقرره الدكتور جاكفين نقلا عن الحكيم تيش نات هان، كل ما تفعلونه إن كنتم تأكلون حاولوا أن تأكلوا ببطء أكثر، بمزيد من البطء. عندما تتحدثون حاولوا أن تتحدثوا ببطء. بطئوا كل ما تفعلونه، وهذا يقلل كثيرا، يخفف من هدر الطاقة. إذن أولا التبطئة، ثانيا يقول parlez moins، تكلموا أقل، وهذا ما لا يحبه الكثيرون. الكلام هو صرف وهدر للطاقة، ولا ننتبه إلى هذا الهدر المستمر. سنرى بعد قليل كيف نهدر الطاقة بالكلام مثلا على التليفونات، عندما نقضي كل النهار من تليفون إلى آخر. هذا جد متعب ونحن لا ننتبه إلى هذا التعب. وهنا إذن راقب نفسك بين الحين والآخر لتلاحظ كيفية تصريفك لطاقاتك. وهنا عدد من الأمور علينا أن ننتبه هل نحن نفعلها وكيف يمكن أن نتجنبها. Donc là, on cite plusieurs, disons, mauvaises habitudes par lesquelles on perd beaucoup d'énergie, et il faut faire attention à ne pas donc avoir ou à ne pas aller loin avec ces habitudes, à en quelque sorte éviter ces habitudes. Ce sont des habitudes et plutôt ce qu'on peut appeler des tics nerveux. يقول هذه العادات تشير إلى توتر محصور في جسدك. إذن أولا، هل تطبق بين أسنانك العلوية والسفلية أثناء العمل، ما نسميه بكز أسنانه. هذا الكز على الأسنان هو دليل توتر وعبير ويزيد من التوتر. Donc là, plusieurs critères pour s'observer durant la journée et se rendre compte comment on dissipe notre énergie. La première chose, c'est regarder, observez vous-même, est-ce que vous serrez les deux mâchoires?
quand on serre les mâchoires l'une sur l'autre, ça veut dire qu'il y a une certaine tension. Donc, ou bien c'est un tic nerveux qui exprime une certaine tension. Donc, bien sûr, quand on se rend compte qu'on est en train de serrer les mâchoires, il faut les relaxer. D'ailleurs, chose qu'on a plusieurs fois dit dans ces leçons et vaut mieux, c'est bien de le répéter. الأمر الثاني هل تلعق شفتيك بطرف لسانك أحيانا وباستمرار أي هذه الحركة البسيطة هي أيضا مؤشر على توتر ما وبالتالي بانتباهنا أن لا نكررها لأنها أيضا تزيد من التوتر يعني عندما نقوم بهذا التيك يعني هذه الخصلة بنسميها باللبناني العصبية عندما نقوم بها دليل أننا متوترون وعندما نتحاشاها كي نخفف هذا التوتر. Donc, le deuxième critère, c'est ce geste, Jacques. Ce geste quand on... C'est très simple au niveau... Et il dit, cet auteur, que beaucoup de tensions sont essentiellement concentrées au niveau des deux lèvres. Soit par les mâchoires quand on serre les deux mâchoires, soit aussi quand on serre les lèvres et aussi quand on fait ça avec les lèvres, c'est-à-dire la langue, quand on essaye de faire passer la langue entre les lèvres, c'est un signe aussi de tension, d'une tension dans un, bien sûr, région précise du corps ou bien une tension nerveuse. J'ai pas bien compris, c'est un mouvement des lèvres qu'il faut faire? Non, c'est un mouvement de... Non, quand tu fais ça à la langue. Oui, ça veut dire qu'on est anxieux. Voilà, c'est un signe donc il faut détendre la d'anxiété. langue et les lèvres. Et puis, à force de le faire, il augmente l'anxiété. Oui, c'est un cercle vicieux. Oui, oui. C'est un cercle vicieux. Donc, et il faut faire attention. Ce genre, il explique que ce genre de tic nerveux, on exprime une anxiété avec ces tics, mais on augmente l'anxiété en pratiquant ces tics. Donc, le traitement, ça peut être Ketchari, tout simplement, redresser la langue et la mettre vers l'arrière. Oui, par exemple. L'antidote. Oui, c'est un bon antidote. Donc, et il dit que, comme je dis, que beaucoup de tensions sont essentiellement concentrées au niveau des lèvres. Oui. الثالث هل تقرض أظافرك أو طرف القلم الذي تكتب فيه donc تقرض أظافرك هذه خصلة هذه عادة سيئة منذ الصغر وحتى كنت أعرف الكثير من الفتيات والحسنوات الجميلات لا يطولن أظافرهن من فرط هذا الأكل لهذا القرض للأظافر. لماذا؟ لأنها تيك نيرفو خصلة بنسميها هذه خصلة عصبية تعبر عن القلق وتزيد من القلق ومن لا يقرض أظافره يقرض القلم. وكنت ألاحظ مثلا رفاقي في المدرسة أقلامهم كلها مقروضة من رأسها هنا. Donc, un autre signe très simple, quand on mord les ongles, Jacques, hein, ça, oui. le geste de mordre les ongles, c'est une expression d'anxiété, de tension. Oui, et ronger les ongles, comme on dit. Hein? Se ronger les ongles. Oui, elle augmente aussi l'anxiété. Une autre, ceux qui ne mordent pas les ongles, ils peuvent mordre par exemple le stylo ou le crayon. Et c'était très fréquent. Moi, je voyais beaucoup de gens, et quand j'ai enseigné, ou bien même quand j'étais élève, beaucoup de collègues et d'autres élèves qui passaient tout le temps, même
en suivant l'explication du professeur, ils étaient en train de mordre Oui, le crayon ou bien le stylo. C'est une expression d'une certaine anxiété, oui, d'une certaine tension. Donc, tous ces tics nerveux, ils expriment une anxiété, mais en même temps, ils augmentent cette anxiété. Vaut mieux relaxer, détendre pour dissiper la tension que rester crispé avec ce genre de tic. أيضا مسألة أخرى، هل تعودت على نقر الطاولة بإصبعك دائما؟ فرسا، نقر الطاولة، taper sur la table. On voit qu'il y a des gens qui passent tout le temps soit à claquer la table, soit par exemple à balancer les pieds. Aussi, c'est un signe d'anxiété, de crispation. إذا نقر الطاولة أو مثلا تحريك القدمين أو واحدة من القدمين، هذا أيضا تعبير عن قلق ما، عن توتر ما. وكل هذه العادات يحسن بنا أن ننتبه لها ونتجنبها لأنها تزيد من التوتر. أيضا، هل تنتابك حركة عصبية لا إرادية حول شفتيك؟ بيقولوا حتى باللبناني زم شفافه. زم شفافه تعني أنه متوتر، أن مستاء، شيء لا يعجبه. إذن هي تعبير عن توتر، عن استياء، عن سخط ما. والسخط هو العدو الأساسي للإنسان. إذن يحسن بنا أن ننتبه إلى كل هذه العادات، نتجنبها ونقوم بعادات أخرى مضادة لها كي نتجنبها. Donc encore une des mauvaises habitudes, quand on serre les lèvres, Jacques. Quand on oui, serre les lèvres, encore c'est un signe de ressentiment, c'est un signe de colère qu'on essaye en quelque sorte de la garder à l'intérieur. Alors que aussi serrer les lèvres, c'est un signe d'anxiété, mais qui augmente en lui-même cette anxiété. Et dernière, avant-dernière، ما قبل الأخيرة، هل اعتدت على ثني مفاصل أصابعك أو غيرها؟ طقطقة الأصابع، شيء كنت أفعله هيك كأنه يعني منذ زمن بعيد. طقطق، بيقولوا بطقطق صبيعه. طقطقة الأصابع هي في الأساس أيضا عادة تعبير عن توتر، وتزيد من هذا التوتر. L'avant-dernière habitude, c'est claquer les doigts. Quand on claque les doigts, aussi, c'est un signe. C'est vrai que c'est un simple signe, mais il y a des gens, moi-même, je faisais ça. Et depuis que j'ai lu ça, là, ça fait un mois, et je fais attention parce que tellement cette habitude est ancrée en moi que je ne me rends pas compte. Durant toute la journée, je passe de temps à autre, une dizaine de fois dans la journée, à claquer les doigts. Alors que vraiment, en arrêtant cette mauvaise habitude, j'ai senti que j'ai un peu plus de repos, un peu plus de calme, parce qu'elle exprime une certaine anxiété, mais en même temps, elle augmente l'anxiété. إذا أثبتت هذه بعض المؤشرات والعادات السيئة، وإذا انتبهنا لها وتجنبناها نكون نقوي هذا الهدوء والسكينة. قلت أنني مثلا أنا كنت معتادا أن أطقطق الأصابع، ومنذ أن قرأت ذلك، أي منذ نحو شهر أو شهر ونصف، وأنا أحاول أن أتجنب
بالطبع ليس بالأمر سهل، لأن عادة أقوم بذلك عفويا دون أن أفكر، يعني بطريقة تلقائية. ولكن منذ بدأت أتجنب هذه العادة لاحظت أن هدوئي ازداد، لأنها كما قلت هي من العادات التي تعبر عن توتر وتزيد في هذا التوتر. أثبتت البحوث أن سبب التوتر الذهني الحقيقي لا يتعلق بكمية الجهد الذي تبذله، بل الطريقة التي تؤدي بها عملك. إنها قاعدة ذهبية: أي عمل نقوم به نستطيع أن نقوم به هو نفسه بأقل من الجهد. مثلا أنا أقوم بهذه المحاضرة الآن، وصرت أنتبه أنه أستطيع أن ألقي هذه المحاضرة بجهد أقل تحريك لليدين، أقل تحريك للرأس. إذن الجهد والإرهاق لا يتعلق بصورة أساسية بكمية ما تبذله من مجهود، وإنما بطريقة الذي تبذل فيها هذا المجهود. عليك، على كل إنسان، كل امرئ، أن يغير بطريقة المجهود الذي يبذله، بطريقة أداء عمله، وهنا يحتفظ بالكثير من الطاقة عوض أن يهدرها. Il y a une règle d'or, moi-même, qui m'a fait beaucoup de bien et que je ne faisais pas attention. Il dit que les recherches scientifiques ont prouvé que la cause de la tension nerveuse et de la tension au niveau de la pensée, donc de la tension mentale, la cause essentielle, c'est pas la quantité d'efforts qu'on exerce, mais plutôt c'est dans la manière dans laquelle on fait un tel travail. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça, en faisant attention comment ce même travail, je peux le faire avec moins d'efforts, moins de tension. Par exemple, je suis en train de faire cette conférence. Bah, cette même conférence, je peux la faire en parlant un peu plus lentement, en faisant moins de signes, en bougeant moins mes mains, etc. Donc, rien que, c'est une invitation très simple, mais en même temps très profonde et très bénéfique. Faire le même travail en s'observant et en essayant de gaspiller moins d'énergie. Donc, l'effort ou bien plutôt l'attention, c'est pas fonction uniquement et c'est pas essentiellement fonction de la quantité de l'effort, mais elle est essentiellement fonction de la manière dans laquelle on fait le travail. نصيحة أخرى مهمة يقولها ويكررها: ليكن شعارك من الآن فصاعدا التنفس أولا ثم الحركة. سيصبح هذا التنفس الواعي تلقائيا بعد حين، لأنك ستقتنع وبالتجربة أن الحركة المدعمة بالتنفس تصير أسهل مما لو كانت بدونه. إذن قاعدة ذهبية أخرى: ادعم أي حركة تقوم بها بتنفسك، يعني ليكن التنفس مواكبا لحركتك. إذا قمت بحركة مثلا تحني ظهرك إلى أسفل، زفير، لأن مع هذه الحركة الزفير يكون أسهل وطبيعيا. إذن التنفس من شأنه أن يدعم كل حركة تقوم بها لتكون هذه الحركة طبيعية وعفوية أكثر وأقل مجهود.
Une autre règle d'or à préciser, et si on la pratique, on aussi dissipe beaucoup moins, on garde beaucoup plus d'énergie, c'est que chaque mouvement doit être amplifié par et donc amplifié et en même temps suivi par la respiration. La respiration, par exemple, si un petit exemple, si tu es en train de t'agenouiller ou bien de te baisser par terre, c'est l'expiration. Si tu te remontes, c'est l'inspiration. Donc, la respiration elle-même, elle peut amplifier n'importe quel mouvement, le rendre beaucoup plus efficace et beaucoup moins d'énergie dissipée avec. Donc, il coûte beaucoup moins d'énergie rien que qu'on est en train de synchroniser cette, ce mouvement, ce même mouvement qu'on est en train de faire, de le synchroniser avec la respiration. Pour être clair, Louis, tu te réfères à Kernez quand tu parles du livre ou alors c'est un autre livre? Non, c'est plusieurs livres. Quand j'arrive à Kernez, je vais parler de lui spécialement, vu que les Oui, Français le mais pour connaissent. l'instant, ce que tu cites, c'est des livres anciens, modernes. C'est des livres modernes, de recherche moderne. Là, celui-là, il est en arabe. Un médecin et psychiatre et un médecin sportif arabe. Très bien. Oui. Donc, et ce qui est étonnant, c'est que lui, qui n'est pas yogi, mais il est complètement en parfait accord avec ce qu'enseigne le yoga. D'accord. أيضا قاعدة ذهبية يقول التثاؤب وسيلة طبيعية للتخلص من السموم والمواد الضارة في الجسم، إضافة إلى أنه يضغط الحجاب الحاجز الديافراغم لأسفل وبقوة، يعني يجري مساج تدليك كامل للصدر وأيضا للبطن. Donc là, encore une autre règle d'or que conseille ce médecin, le bâillement. Et plusieurs fois, on a parlé dans nos leçons, ces leçons, des bienfaits et du pouvoir du bâillement. Il dit le bâillement est une manière naturelle pour se débarrasser des matières toxiques et de toutes ces matières nocives qui sont dans le corps. Et en plus, il fait un massage naturel à l'estomac, au ventre, tout le ventre et aussi aux poumons. Il dit là, déjà, la cage thoracique et là, toute cette partie, et il presse au niveau de l'estomac, il masse l'estomac. يضيف إن التثاؤب من أفضل العلاجات الطبيعية للإجهاد والتوتر، كما أنه يساعد على تخفيض آلام الصداع وزرع الحيوية في بشرة وجهك. يعني التثاؤب يفيد البشرة، وهذه للنساء يعني ملاحظة مهمة، لأنه عوض كل هذا البوتوكس لو كنا يتثاءبنا لخففنا من استخدام البوتوكس. كما أنه يساعد على التحكم بدرجات الصوت أثناء الكلام وإزالة التوتر من حنجرة المتكلم، وممارسته قبل النوم خطوة أولى في محاربة الأرق. ممارسة التثاؤب قبل النوم هي إعداد طبيعي للنوم ولنوم عميق. Donc, il insiste beaucoup sur le bâillement. Il dit que c'est l'un des traitements naturels les plus efficaces pour l'excès d'effort et pour la fatigue et aussi pour la tension. Aussi, il peut aider à diminuer les migraines, les maux de tête. Et en plus, il a un effet esthétique pour le visage. Ça peut même éviter
cet abus d'utilisation du Botox et tous les autres, parce il dit, un massage naturel pour le visage et il évite tout, il peut éviter ou, disons, contribue à éviter les rides dans le visage. En plus, il nous aide à maîtriser notre voix et les niveaux de la voix et aussi à éliminer la tension au niveau du thorax. Et finalement, donc, le bâillement, la pratique du bâillement avant de dormir, c'est une excellente introduction pour un sommeil profond. هنا لخصت عددا من النصائح ويمكنكم أن تسجلوها، نصائح بسيطة ولكنها مهمة جدا للاسترخاء ولاستعادة الطاقة. النصيحة الأولى: تعلم أن تتثاءب بعمق. Donc là, j'ai résumé 5 conseils qu'on va les reprendre, vous pouvez les noter si vous voulez, pour avoir une relaxation profonde, 1, et 2, pour éliminer aussi l'anxiété, parce que l'anxiété, et la tension, ce sont les ennemis, l'antidote de la relaxation. 1, apprends à bâiller profondément. Vous pouvez même synchroniser ça avec un exercice. Il revient plusieurs fois sur le bâillement et l'importance du bâillement dans la relaxation. 1. 2. تذكر أن تترك الفك السفلي مسترخيا. هذا ما كرره مرارا دكتور جاكفين، أن هذا الفك السفلي نحن معتادون أن نشده، علينا أن نرخيه لأن شد الفك السفلي يؤدي إلى المزيد من التوتر. Donc là, un autre conseil que Dr. Jacquevini a plusieurs fois dans ses leçons répétées, il dit, rappelez-vous de garder toujours la mâchoire inférieure détendue. Et il dit que c'est pas uniquement important, c'est primordial. Tout le monde, et d'ailleurs ce qu'on a répété dans ces leçons, on est habitué à crisper, à tendre la mâchoire inférieure. Donc, essayez toujours que la mâchoire inférieure soit détendue. La tension de la mâchoire inférieure est très mauvaise, elle accumule beaucoup plus de stress. النصيحة الثالثة: أرخي لسانك بوضع طرفه تحت الأسنان السفلية. إذن أيضا يقول اللسان أرخه، لا تدع لسانك مشدودا، فشد اللسان من علامات التوتر ومما يزيد في التوتر. Troisième conseil, Jacques est là, c'est encore assez, je crois, ça prête l'attention. Il dit, détends ta langue. Et il dit que la plupart des gens gardent leur langue tendue. Détends ta langue, et lui, il conseille de mettre la langue sous les dents, donc les dents de la mâchoire inférieure, au lieu de garder toujours la langue tendue. Là, on a vu avec Dr. Jacquevini le Kichari Mudra, mais bien sûr, le Kichari Mudra, on ne peut pas le faire en parlant ou bien dans une activité normale. On peut l'alterner avec le fait de garder à ce moment notre langue un peu au-dessous des dents du mâchoire inférieure. النصيحة الرابعة: ابتسم بشفتين منفرجتين لكي تتوسع فتحتا الأنف وتصبح عضلات وجنتك أكثر مرونة
وأقل ريد يعني أقل هذه يعني عندما كل الزياح في الوجنة إذن كلها تخف مع الابتسامة أو البسمة. إذن البسمة تزيد من انفراج الوجه وتريح عضلات الوجه، وأيضا تزيد من فتح الأنف يعني وبالتالي تسهل التنفس. Donc, quatrième conseil, il dit souriez avec donc les deux lèvres dans ce sens. Et c'est un bon massage, il dit. D'abord, gardez ce sourire, Jacques, qui est très simple. Il permet de mieux ouvrir les deux narines et probablement ouvrir la narine qui est déjà fermée. Et en plus, les muscles, les rides, les rides diminuent et les muscles des deux joues deviennent plus flexibles. C'est un conseil pratique et en même temps très simple. Souriez pour dégager plus de stress et dégager plus de tension et pour améliorer votre respiration. Et si la respiration est améliorée, toute la santé mentale et physique est améliorée. النصيحة الخامسة والأخيرة: اعتني بجيوبك الأنفية عن طريق التنفس بالإبهام. يعني هذا التنفس الريسبيراسيون الترني من وقت لوقت يقوي يفتح أكثر الجيوب الأنفية ويتيح تنفسا أعمق. Donc, cinquième et dernier conseil, il dit donc prenez soin de vos sens nasaux, des deux en quelque sorte votre nez, à partir de la respiration alternée qui permet d'ouvrir déjà la narine fermée et qui permet d'élargir les voies respiratoires. هنا نصل إلى نقطة أساسية أيضا بالتنفس، ينقل عن مثل صيني يقول: يتنفس ذو البدن السليم بإصبع قدمه الكبير، أما ذو البدن السقيم فمن حلقه. وهذا ما كررناه مرارا في هذه الدروس في التأمل، أنه مثلا تنفسوا من هذه المنطقة، منطقة الوجع، تنفسوا من المنطقة هذه التي تشعرون بتوتر فيها، يعني وكأنكم تتنفسون منها. Jacques, il y a un proverbe chinois très curieux qu'on a déjà répété quelque chose de très proche de lui, et ce médecin le cite, et ce proverbe, il dit celui qui a un corps sain, S-A-I-N, respire par son gros orteil, alors que celui qui a un corps malade, il respire par le thorax. Et chose qu'on a toujours répété, respirez par exemple à l'endroit où ça vous fait mal, respirez par cet endroit, respirez par cet endroit. Mais que ça soit un proverbe chinois ancien, et j'ai trouvé que c'est curieux, c'est assez frappant. Celui qui a, je répète, un corps sain, respire par son gros orteil, alors que celui qui a le corps malade respire par le thorax, c'est-à-dire par la voie normale. Dans les textes de yoga, il y a des dharanas sur le gros orteil. Et quand on monte dans le corps à travers les points de concentration qu'on appelle aussi points marma, et il conseille de commencer par la concentration sur le gros orteil.
Et je pense même ils disent gauche, où ils précisent dans le texte qui est cité par Mallinson. Et c'est intéressant. Donc, Jacques, comment tu comprends ce conseil ou ce proverbe? Respirer par le gros orteil. ben, je crois que c'est assez simple. C'est une respiration complète où on sent tout le corps. Et le Bouddha le dit aussi. Quand on se concentre sur la respiration, on en profite pour élargir cette sensation de souffle subtil à tout le corps. Quand on est dans le stress, c'est juste une respiration mécanique au niveau du thorax, mais quand c'est une respiration relaxée, tout le corps devient sensible et donc on a l'impression d'inspirer, d'expirer par le gros orteil. Et dans le Vipassana de Goenka, il conseille régulièrement de terminer les sessions où on a analysé le corps partie par partie en faisant descendre le souffle jusqu'aux pieds et descendre le souffle jusqu'aux mains. Donc ça revient à respirer par le gros orteil. C'est pour C'est retrouver étonnant l'unité du que corps. c'est tellement profond et tellement simple et que ça soit un conseil très ancien, chinois très Oui, ancien, il dit. et alors peut-être en inspirant par le gros orteil, on a tendance à ouvrir les doigts de pied, ça aide l'ouverture des narines et l'ouverture des canaux d'énergie et la dissipation de l'anxiété aussi. Mm. Parce que quand on se dit je vais inspirer par le gros orteil, c'est comme s'il y avait un vent qui passait par là. Et le vent, il pénètre aussi entre les espaces interdigitaux au niveau des orteils et ça favorise une ouverture de la narine fermée, une ouverture de l'espace entre les mains et finalement une dissipation de l'anxiété. إذن هي نصيحة لطرد التشنج والتخلص من التوتر. عندما تشعرون بتوتر كما يقول هذا المثل الصيني القديم، تنفسوا من إصبع رجلكم الكبير، بمعنى تحسسوا وكأنكم تتنفسون من هذه المنطقة من الجسم، من الإصبع الكبير. وكما قال الدكتور جاكفين إنها أيضا ممارسة يوغية معروفة لتوسيع مجال التنفس، وكأن الجسم كله يتنفس ويأخذ الأكسجين وليس فقط من خلال الحلق. ونصيحة أخرى أن توقيت ممارسة الاسترخاء لا يكون حين يصيبك الإجهاد ويهد من عزيمتك، ولكن أثناء العمل المؤدي إليه، أي قبل أن يستنفد طاقتك وفعاليتك. إذن هذه أيضا نصيحة ذهبية: لا تنتظر كي ترتاح، كي تستريح، لا تنتظر كي تسترخي، أن تصل إلى الحد الأقصى من الإجهاد، من الإرهاق، أن تصل إلى إرهاق لأنك عندها ستنهار. إنما مارس هذا الاسترخاء في طريقك إلى هذا المجهود الأعظم. إذن وأنت في الطريق، أي تمارس كل هذا المجهود، استرخي من وقت إلى آخر، ولا تدع نفسك تصل إلى هذه النقطة، نقطة اللا رجوع، التي تكون هي نقطة نوع من الانهيار. استرخي قبل ذلك. Donc, aussi un conseil assez important: ne te laisse pas, donc quand est-ce que tu dois te relaxer, n'attends pas à ce que tu arrives au surmenage et à ce que toute ton énergie soit dissipée pour te relaxer, mais en cours, en exerçant tes efforts, en cours de l'exercice de tes efforts, en cours de ton travail, relaxe-toi de temps à autre, et comme ça, tu feras un travail plus efficace et avec beaucoup moins de dissipation d'énergie. Donc, n'attends pas à ce que tu arrives à un point de surmenage, parce que ce point de surmenage, c'est une grande perte d'énergie et souvent, ça prend beaucoup de temps pour la récupérer. Quand d'y arriver, fais plusieurs relaxations en cours, c'est-à-dire, si tu travailles pendant 2-3 heures, bah, fais des pauses, même si des petites pauses,
de relaxation avant d'arriver à ce point culminant de surmenage. من الواضح إحصائيا أن نسبة كبيرة ممن يعتريهم اضطرابات قلبية لا يعانون في الحقيقة إلا من توتر عصبي فقط، وقد تصاحبهم الأعراض نفسها كسرعة النبض وضيق في التنفس وآلام في منطقة القلب وحتى فقدان الوعي، ولكن بعد إجراء الفحوصات اللازمة يفاجأ الطبيب أن القلب سليم لا تشوبه شائبة، وأن العلة في توتر نفسي امتدت آثاره إلى القلب وغيره من أعضاء الجسد. إذن هذه أيضا نقطة مهمة جدا. كثير من العوارض التي هي مشابهة تماما لعوارض القلب وأمراض القلب لا تكون ناتجة سوى عن توتر معين، سوى عن إجهاد معين وعدم أخذ ما يكفي من الراحة، وعندها يذهب الرجل أو المرأة الإنسان متوترا إلى الطبيب ويجري الفحوصات اللازمة، ويرى هذا الطبيب مدهوشا ومتعجبا أن كل الأمور هي على ما يرام في تخطيط القلب وغيرها، وأن كل هذه العوارض لم تكن سوى عوارض شبيهة بمرض القلب، ولكن هذا المريض الذي هو ليس مريضا لا يعاني سوى من إجهاد وإرهاق وقلبه سليم 100%. Donc là encore, Jacques, quelque chose de très important, et à partir des statistiques, il dit médicales, et un grand taux, une grande partie de ceux qui avaient des problèmes et des symptômes cardiaques, il s'est avéré que la cause de ces symptômes n'est qu'une tension nerveuse, pas plus. Même si les symptômes étaient semblables aux symptômes cardiaques, les ECG, l'électrocardiogramme et toutes les analyses qu'ils font, mais le médecin lui-même est surpris que tout est normal et tous ces symptômes ne sont dus finalement qu'à une fatigue, à un surmenage. Donc, regardez jusqu'à quel point les symptômes peuvent se ressembler, et les symptômes de la fatigue donnent des signes semblables et des symptômes semblables aux maladies cardiaques, alors qu'il n'y a aucune raison et qu'il n'y a pas de maladie. Il n'y a qu'une grande fatigue qui a abouti à ce genre de symptômes. وهنا يكرر هذه النصيحة: احرص على التوقف قبل التعب وليس بعده، وعلى إزالة التوتر والراحة كنوع من الحذر. أعيد: احرص على التوقف قبل التعب وليس بعده، وعلى إزالة التوتر والراحة كنوع من الحذر، يعني préventif, وقاية. Donc il répète ce conseil: fais gaffe, arrête avant la fatigue et non pas après la fatigue. Et puis essaye d'éliminer la tension et de te reposer en tant que signe ou bien acte de prévention. Donc toujours, n'arrive pas à ce point culminant de la fatigue, parce qu'en y arrivant, c'est très nocif. Il parle aussi de la crainte et de la peur. يتحدث عن الخوف. يقول: يقف الخوف وراء معظم الاضطرابات النفسية التي يعاني منها بنو البشر. La peur
elle est derrière et la plupart des problèmes psychologiques, surtout tout ce qui est tension psychique, dont les gens sont victimes. Et là, il y aura beaucoup d'explications, je crois. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout expliquer. On revient sur cet aspect et l'impact de la peur sur les tensions et sur l'anxiété. Finalement, l'anxiété et tension ne sont que des expressions de peur. يتحدث عن الملل. يقول الملل الذي يشعر به معظم الناس يمكن مقاومته بملاحظة الأحداث الصغيرة والتفاعل معها عوضا عن إهمالها. ملاحظة الأحداث الصغيرة يعني ما يمر به الإنسان في حياته اليومية. كثير من الأحداث لا ينتبه إليها، وهذا الانتباه ومراقبة هذه الأحداث تزيل عنه الملل. Donc, il parle, donc, quand on se sent les fourmis, comme on dit en français, donc on se sent pas à l'aise. Et le conseil, c'est toujours de remarquer, d'observer les petits événements. Et donc, cet ennui, l'observation de ces petits événements est en lui-même, en quelque sorte, une remède, un traitement pour chasser cet ennui qu'on sent toujours pendant notre journée. وعن الخوف يقول كل إنسان يحمل في نفسه مخاوف لا يعيها أحيانا وتلقي ظلالها على تصرفاته وآرائه، فابحث عن هذه المخاوف المدفونة في أعماقك بغض النظر عما هي وناقشها مع الآخرين لكي تمحو عن نفسك توترا متربصا غير ظاهر. Donc il dit aussi, chaque homme a en lui-même beaucoup de peur et dont il n'est pas conscient complètement. Et ces peurs sont à l'origine de plusieurs de ses comportements sans qu'il se rende compte ou sans qu'il soit complètement conscient de ça. Donc cherche, là c'est le conseil, au fond de toi-même, ces peurs qui sont en quelque sorte pas apparentes, enterrées à l'intérieur de toi-même et au profond de toi-même. Et quelles que soient ces peurs, essaye même de discuter tes peurs avec les autres et rien que exprimer tes peurs pourra en quelque sorte effacer une bonne partie de tes tensions. Voilà, je crois c'est bon comme on a fait. أعتقد أن يكفي ما قلناه وسننتقل الآن إلى القسم الثاني من هذا الدرس، وهو تأمل مع الدكتور جاكفين في أيضا هذا السياق نفسه، أي كيف نمارس الاسترخاء. Donc là, j'arrête là, je crois qu'on a bien, et on va continuer peut-être la prochaine fois, toujours sur la relaxation, mais nous passons à une méditation guidée avec Dr. Jacquevine, dont le thème est le même que ce qu'on a exposé, c'est-à-dire une relaxation, une pratique de la relaxation. Voilà, donc je vais arrêter.